Chers auditeurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à Comment survivre. Chose promise, chose due, nous continuons donc notre première saison et à travers le 4e épisode, nous allons aborder la thématique douloureuse de la perte d'une mère et d'un enfant avec un invité qui se nomme Eric. Eric est un jeune Camerounais à qui tout semblait sourire. La trentaine, issu d'une famille nombreuse et aimante, père de famille, marié, cadre dans une entreprise de BTP, absolument rien ne laissait présager que le malheur allait frapper à sa porte par 2 fois. D'abord en 2019, avec la perte de sa maman, qui est foudroyée par un cancer, et ensuite en 2019-2020, alors qu'il n'a même pas fini de faire le deuil de cette maman disparue, il perd son fils, qui est foudroyé lui aussi par un accident de la route. Il a bien voulu s'asseoir avec nous, partager son expérience, la philosophie qui lui a permis de traverser ces épreuves avec beaucoup de dignité et beaucoup de calme, et nous donner 2 ou 3 conseils afin que nous aussi nous puissions nous inspirer de son vécu. J'espère que l'épisode vous plaira, j'espère qu'il parlera à beaucoup d'entre vous ou alors à beaucoup de vos proches, et j'espère aussi que vous allez nous apporter votre soutien à travers tous les réseaux sociaux que vous connaissez déjà, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, et que vous n'hésiterez pas à nous envoyer en inbox des suggestions ou alors des envies, vous aussi, de témoigner. Je ne vais pas vous perdre plus de temps et nous allons démarrer la discussion. Salut Eric, comment tu vas ce soir ? Salut. Je vais bien ce soir, moi c'est Eric. Eric, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, comment tu as grandi, quelle était ta structure familiale ? Je suis originaire du Cameroun, d'une fratrie de 8, dont je suis le 6e des 2 garçons qui sont nés entre 6 filles. Que faisaient tes parents dans la vie et quelles étaient vos relations ? Quelle était ta relation avec ton père et ta mère ? Mes parents étaient évangélistes. Du moins, papa, lui, il est pasteur. Je peux pas dire il était parce qu'il vient encore. Il est pasteur à la retraite. Et maman, père son âme, était femme au foyer. C'est elle qui s'occupait de nous, qui a fait toute notre éducation à nous tous. Et bon, nos relations étaient assez particulières, surtout avec maman, parce que pour la petite histoire, moi je suis l'homonyme de papa, ce qui fait que moi j'appelais souvent maman ma femme. Et avec elle, je pouvais vraiment parler à cœur ouvert, dire tout ce qui me dérangeait. On avait vraiment une relation assez particulière. Est-ce que ta mère a toujours été une femme en bonne santé ? Parce que s'occuper de 8 enfants, ça doit pas être très facile. Quel était son état physique, mental, etc. Oui, elle avait une très bonne santé, que ce soit physique ou mentale, parce que, comme tu l'as si bien dit, prendre soin de 8 enfants, je dirais même 9 avec papa, parce que papa aussi, on peut considérer que c'était son bébé. Ça veut dire qu'elle avait une très bonne santé et très dynamique. Très dynamique, toujours en mouvement. Parfois, on l'intriguait même souvent que certainement pendant son sommeil, elle est en train de faire des mouvements comme si elle était en train de bosser. Donc, elle avait une très bonne santé. Du coup, je suppose que comme vous aviez une relation particulière, comme tu l'as si bien dit, ta maman a dû avoir un impact très fort dans ta vie, dans tes choix de vie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles étaient ses valeurs, en quoi elle t'a influencé, quelles étaient finalement toutes ces choses qu'elle t'a inculquées au cours de ta vie et en quoi ces choses-là ont eu un impact sur ta vie d'adulte? Ce que je suis aujourd'hui, c'est maman. Que ce soit le comportement, le caractère, la façon d'être avec les gens, ça c'est maman. Elle avait cette capacité-là, en ce qui me concerne, de toujours me ramener lorsque ça n'allait pas. Elle m'a beaucoup appris aussi à être sociable, gentil et toujours se soucier des autres.
toujours se soucier des autres, qu'importe ce que moi-même je traverse, mais penser toujours à autrui. Ce qui fait que en société aujourd'hui, bien que certaines personnes prennent ça pour de la faiblesse, mais je sais que c'est une force. Toujours penser si l'autre va bien, si l'autre se suffit. Donc, c'était un peu ça, maman. Donc, si je comprends bien, ta maman, c'était une femme forte, aussi bien physiquement que mentalement, épanouie, qui était contente de s'occuper de ses 8 enfants. Et elle vous a inculqué, en tout cas du moins à toi qui est son fils avec qui elle avait une relation particulière, elle t'a inculqué à être sensible envers les autres et finalement à toujours te soucier de ce qui se passe autour de toi et des sentiments de ceux qui t'entourent. Finalement, j'ai envie de te poser la question, quand est-ce que sa santé a commencé à se dégrader? Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait peut-être pas avec elle? Est-ce que tu veux bien m'expliquer un peu? Je pense que tout commence en 2018. Elle constate que elle a des petits saignements qui, bon, au départ, on s'est dit peut-être la vieillesse, la ménopause et tout. Bon, finalement, elle a fait des examens. À travers ces examens, on a découvert que elle avait un problème avec son utérus, ce qui fait que on a dû l'opérer pour retirer l'utérus pour que cela n'affecte pas les autres organes. Bon, l'opération s'est bien passée. Elle a commencé ses chimios qui se passaient très bien. Déjà que les résultats montraient que elle n'était pas en faveur des métastases. Donc, nous, on savait que tout va bien, que tout allait bien. Elle a fait ses chimios et puis, bam, en 2019, un jour en 2019, je me rappelle très bien, elle était rentrée, j'étais parti la prendre au village avec papa, où elle était allée faire 2 semaines auprès de sa maman. Au retour, je l'ai déposée chez ma sœur aînée aux environs de 20 à 21 heures. Elle a tellement insisté à me voir, ma chérie et moi. Nous sommes partis, arrivés là-bas. On a un peu bavardé jusqu'à 22 heures par là. Après, elle a commencé à me dire qu'elle avait mal à l'estomac. Qu'est-ce que je pouvais lui chercher quelque chose pour l'estomac? Je suis allé à la pharmacie, on a trouvé quelque chose pour son estomac, elle a pris. Mais à partir de ce jour, c'était un samedi, sa santé juste allait crescendo. Donc ça allait seulement, ça descendait seulement jusqu'à le jour fatal. Et aussi, il faut noter que même avec sa maladie, on connaissait nos réalités en Afrique. Durant le deuil, certaines langues ont commencé à se délier et tout. Parce que, comme je le disais plus haut, elle n'était pas en faveur des métastases. Donc, côté cancer, on savait que bon, on a fini avec. D'où vient-il que du jour au lendemain, après son séjour au village, sa santé commence seulement à s'empirer? Les gens qui connaissent ce qui s'est passé, pour la plupart, disent que c'était du poison. Donc, elle avait eu à manger du poison au village. C'est ce qui a eu raison d'elle. C'était une énième fois, mais cette fois-là, ça a vraiment eu raison d'elle. C'est une histoire très triste et c'est vrai que je t'ai déjà présenté mes condoléances 1001 fois parce qu'on se connaît depuis un petit moment, mais rien que de l'entendre encore une fois, j'ai juste envie de te prendre dans mes bras et de te dire que tout ira bien, ou que j'espère que tout ira bien du moins. Tu vas m'excuser de pousser un petit peu, mais c'est mon rôle ici, parce que les auditeurs, eux, ne connaissent pas l'histoire, même si moi je la connais. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu plus en profondeur comment les chimios se passaient?
Où est-ce qu'elle se passait? Qu'est-ce que les médecins vous disaient pendant qu'elle se passait, etc. Parce que tu as été un petit peu expéditif. Tu nous as dit qu'elle a fait la chimio et qu'elle était plus... Enfin, d'abord qu'on a détecté un problème, on lui a enlevé l'utérus et qu'ensuite, elle a continué sa chimio et que après, ça s'est dégradé. Moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est de nous expliquer un petit peu plus d'abord pourquoi elle est obligée de suivre une chimio si on lui a enlevé l'utérus. Et deuxièmement, comment se passaient ces séances? Est-ce que les médecins vous faisaient confiance? Est-ce que vous n'avez pas peut-être pensé à la faire sortir du pays? Qu'est-ce qui a fait finalement qu'elle reste au Cameroun faire ses chimios? Qu'est-ce qui a fait qu'elle fasse ses chimios après l'ablation de l'utérus? Bon, les chimios se passaient bien. Les chimios se passaient bien. Elle les faisait à l'hôpital général de Douala. Donc, elle a même dû quitter Yaoundé, quitter le village pour aller s'installer à Douala avec papa. On se relayait juste quand quelqu'un avait du temps, il passait à Douala pour le temps d'un week-end pour rester avec eux. Et aux premiers abords, tu ne pouvais pas savoir que c'est quelqu'un qui souffrait et qui faisait des chimios. C'était vraiment difficile. Fallait qu'on te dise que, écoute, maman est malade pour que tu saches que elle est en train de faire les chimios. Ça aussi, on ne comprend pas pourquoi le médecin a décidé de lui faire des chimios après l'avoir opéré. On ne sait vraiment pas. Et entre autres, son médecin, c'est son neveu. C'est un de ses neveux qui s'occupait d'elle. Ce qui fait que on avait pleine confiance. Penser à la faire sortir du pays, ça c'était une option. On se disait juste le temps de gérer d'abord ici, en attendant voir, parce qu'elle avait un souci de passeport aussi. En même temps, elle avait un souci de passeport. Fallait régler cette histoire-là au plus vite pour permettre à ce que elle se déplace. Et aussi, où on devait l'accueillir. Mes sœurs qui devaient l'accueillir aux États-Unis, avaient certaines petites difficultés. Donc, il y a tout ça qui a aussi joué, qui a un peu traîné, la procédure. Bon, nous on a vu comment les chimios se passaient ici. On s'est dit ça va. Donc il n'y avait pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je crois que j'avais souvent à discuter avec certaines amies qui étaient à l'extérieur que votre Cameroun là, est-ce que vous êtes sûr et tout. Bon, nous on avait confiance parce que le médecin nous avait rassuré que l'utérus a été bien enlevé et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'était douloureux pour elle, les chimios, c'était vraiment douloureux, mais elle parvenait toujours à se mettre au top malgré les près de 85 comprimés qu'elle avait avalés. Elle avait un gros plastique de médoc là qu'il fallait toujours qu'elle prenne et tout. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Donc, on ne sait pas d'où est venu ce déclic-là. Juste une semaine pour que la mort s'en suive. D'accord. Donc, la deuxième question que j'ai envie de te poser par rapport à la décadence de la santé de ta maman, c'est que tu nous expliques que tout commence ce samedi soir où elle se sent pas bien, elle a mal à l'estomac et il y a une succession de choses, je suppose, qui vont se passer, qui vont mener à sa mort. Est-ce que tu peux nous expliquer donc ce qui se passe à partir du moment où elle te dit « je me sens pas bien, j'ai mal à l'estomac », tu lui ramènes ce comprimé-là? Quelle a été la chronologie des choses? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Est-ce que vous l'avez emmené à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'hôpital? Comment ça s'est déroulé? Bon, sur le coup, on ne l'a pas amené à l'hôpital, puisqu'on se disait que c'était juste un problème d'estomac. Ce qui fait que elle est restée à la maison jusqu'à mardi, je crois. Le mercredi, elle a demandé à venir rester chez ma petite sœur, celle qui me suit directement. Parce que justement, elle devenait bizarre. Donc, elle voulait tout le temps nous voir,
tout le temps être avec nous, quoi. Donc le mardi, dans la soirée, on l'a oui, le mardi. Non, le mercredi plutôt. On l'a amené chez ma petite sœur, celle qui me suit, qui était son homonyme, quoi, qui portait son nom. Et de mercredi à jeudi, elle était là à la maison. Jeudi, je l'ai portée pour l'hôpital, aller voir son médecin. Nous sommes arrivés à l'hôpital, c'était juste pour des checks, donc essayer de refaire les scanners, essayer de refaire certains examens. Nous sommes partis pour une journée, finalement on l'a interné. On l'a interné la nuit de jeudi à vendredi. Une nuit qui n'a pas été vraiment très facile parce que cette nuit-là, je crois que elle a commencé par faire son testament. Je me rappelle, on a décidé de dormir tous ensemble. Mes sœurs, mes frères, on était vraiment tous ensemble avec papa. Vers les minuit. Parce que j'ai pas pu dormir là-bas. Comme on disait que les hommes ne dorment pas à l'hôpital. Donc moi, je suis rentré. Mes deux petites sœurs sont parties. Vers minuit, elle nous appelle que il faut venir dire au revoir à maman parce que là, ça ne va pas. C'est comme ça qu'on démarre les voitures. Ma grande sœur, papa, tout en larmes, on tremblait même au volant. Ça n'allait pas, quoi. Nous sommes arrivés. Elle avait mal parce que même le dernier des antidouleurs, c'est quoi, la morphine, ne passait plus. Donc là, elle a commencé à faire son testament. Elle a parlé à papa. Elle lui a dit ce qu'elle avait à lui dire. Mais chose curieuse, elle a tenu jusqu'au matin. Le matin, elle a demandé à ce qu'on change d'hôpital. Ce qu'on a fait, qu'on la lave, elle a demandé qu'on la lave, qu'on la parfume. On l'a lavée, on l'a parfumée. Nous sommes allés chercher l'ambulance, ma petite sœur et moi, pour la transférer de l'hôpital où elle était pour un hôpital un peu plus, qui a un plateau technique un peu plus prononcé. C'est comme ça qu'on l'a prise de l'hôpital gynéco pour l'hôpital de la Caisse, la CNPS. Mais avant cela, il y a eu certaines choses qui se sont passées ce vendredi. Le médecin a fait venir papa, il lui a parlé. Bon, je crois que d'homme à homme, il lui a dit la vérité. Parce que papa même, en sortant du cabinet du médecin, il était bizarre. Mais nous, on gardait espoir. Ma petite sœur est montée dans l'ambulance avec elle. Moi, je les suivais derrière. Nous sommes arrivés à l'hôpital de la Caisse. Il y a un document que le médecin de gynéco nous a remis qu'on devait présenter à la Caisse à l'arrivée aux urgences. À l'arrivée, on a présenté. Ils ont refusé de l'interner parce que quand le médecin a lu le document, il a dit ça, c'est pas bon. Donc ils ont refusé de l'admettre en soins intensifs. Bon, avec les relations et tout ça, on a appelé le ministre de la Santé, a appelé le directeur a appelé le médecin qui finalement l'a admise parce qu'on nous disait que ça ne sert à rien de vous faire dépenser parce que les soins intensifs, c'est 250 000 la journée. Et vu son état, vraiment, ça ne sert à rien. Autant mieux prendre une simple chambre qu'elle attende ce qui va arriver. Bon, on a insisté, on l'a admise en soins intensifs. Là, nous sommes vers les midi 13h. On l'a admise en soins intensifs. Le médecin s'est dirigé vers moi, ma petite sœur et une de mes tantes qui étaient là. Il nous a dit, mes petits, je ne vais pas vous cacher, votre maman, elle vit ses dernières heures. Ça ne va pas donner, elle va mourir. Ce qu'on voit là, elle va mourir. Donc, nous sommes restés là dans l'espoir. De 13h à 22h, elle a reçu du monde. Elle a reçu du monde. On aurait cru ce jour-là que c'était la première dame qui mourait à l'hôpital de la Caisse. Il y avait un monde de fous et elle recevait personne par personne. Dans un secteur aussi interdit qui est les soins intensifs, on a permis à ce que on puisse entrer. Il fallait juste porter les vêtements stérilisés. Tu entres, elle te dit ce qu'elle a à te dire. Tu sors en larmes, en pleurs seulement. J'ai eu la grâce d'y aller 2 fois. Elle m'a dit ce qu'elle avait à me dire. Tu sors juste de là en pleurs. Elle a tenu jusqu'à
je peux dire 3 heures. Parce que ce jour, à 22 heures, les gens sont rentrés. Il fallait la laisser se reposer. Ils ont fermé les soins intensifs. Maintenant, il fallait que quelqu'un reste au cas où il y aura un besoin. C'est comme ça que je me retrouve en train de veiller à l'hôpital, à la salle d'attente des soins intensifs. Ma grande sœur était couchée dans la voiture avec son mari, dont on se relayait. Vers les 3 heures, je suis un bruit dans le couloir, comme on est en train de pousser une machine, les machines d'oxygène, là, les appareils d'oxygène. Le médecin il poussait dans le bruit. C'était un peu comme dans les films d'horreur. Je suivais le bruit dans le couloir jusqu'à ce que le médecin apparaisse devant moi. Et mon sommeil était vraiment troublé à cette heure-là. Dès que le médecin est passé devant moi, je me suis assis. Mon esprit m'a dit que c'est bon. Ça, c'est maman qu'on a débranché. Je suis sorti, je suis allé me coucher dans la voiture. À peine je baisse le siège comme ça, je suis sur la vitre de la voiture. Comment quelqu'un frappe. Quand j'ouvre les yeux, je vois ma tata et ma sœur. J'ai compris que c'était bon. Je suis sorti, elle m'a dit, maman vient de mourir. Le médecin, comme il a eu peur de nous dire, il a dû appeler notre oncle qui est chirurgien dans le même hôpital pour lui dire que, voilà, ta belle-sœur, elle a rendu l'âme. Et mon oncle aussi a appelé une de nos tatas qui est très proche à nous, qui est immédiatement venue à l'hôpital nous annoncer. C'est comme ça que nous sommes montés pour aller constater les faits. Et bon, on a annoncé au reste de la famille. C'est comme ça que maman est partie. Une fois que ta maman décède, comment se passent les rites, les enterrements, etc. dans votre culture et surtout dans votre église? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Comment se déroule l'enterrement? Bon, de ce côté, histoire de rites, nous n'avons pas. Parce que, comme je peux le constater, c'est une famille chrétienne. Donc, papa, il n'est pas ouvert à toutes ces histoires de rites et autres là. Donc, et pour l'église, on n'enterre pas le samedi déjà chez nous. Le pourquoi on a enterré un vendredi. On n'enterre pas le samedi parce que, pour la simple raison que le samedi c'est le jour du culte. Donc, on l'a enterré vendredi, je crois 1 mois après. Maman décède le 19, on l'enterre le 6 juin. Elle décède le 19 mai, on l'enterre le 6 juin. Le 6 au 7, la période de l'enterrement. C'était vraiment un truc simple. Petite prédication du pasteur, exhortation et le reste, dans le strict intimité de la famille, on a enterré maman. Quelle est donc la conséquence de la perte d'une maman? Parce qu'on sait tous, je pense, qu'une maman joue une place importante et irremplaçable dans la vie d'un individu. Mais quelle est la conséquence sur vous en tant que famille? Quelle est la conséquence sur votre quotidien? Est-ce que vous vous remettez, et est-ce que toi, plus particulièrement, tu te remets bien de cette disparition? Est-ce que tu arrives à l'accepter une fois que l'enterrement est passé? C'est très difficile. Très difficile. On ne se remet jamais. On apprend juste à vivre avec. Moi, personnellement, à un moment, j'étais déboussolé parce que maman, elle était pour moi comme une boussole. Aujourd'hui, tu as des petites choses qui te dérangent, mais elle n'est plus là pour te dire que écoute, fais comme ça, courage, ne lâche pas, tiens bon, ça ira, tout ça. Et elle avait pour habitude, chaque 6 heures du matin, elle appelait tout le monde. Aujourd'hui, tu te réveilles, pas d'appel. Tu n'as plus cette personne-là que tu pouvais chérir tout le temps. Donc, les marques sont là et elles sont indélébiles, je crois. On apprend juste à vivre avec. C'est pas facile.
Donc, si je me souviens bien, à l'époque, quand ta maman est décédée, tu avais un travail de cadre, je crois, supérieur au Cameroun. Tu étais marié et tu étais père d'un enfant. Est-ce que la disparition de ta maman a eu un impact sur tous ces éléments précis de ta vie, c'est-à-dire le travail, ton couple et même ta manière finalement d'être père avec ton fils? Non, pas personnellement. Pas vraiment. Ça, sur ce point de vue, ça n'a rien changé. Par contre, côté mariage, je me souviens juste de ces derniers mots. Parce que quand maman vient décéder, je suis déjà en train de me séparer de madame. C'est juste ces derniers mots qu'elle a eu à me lâcher qui m'ont donné la force et le courage d'aller de l'avant. C'est juste ces derniers mots. Donc, je me rappelle ce jour-là, elle me disait, je ne voudrais jamais entendre que tu es malheureux. Tiens bon et va de l'avant. Va de l'avant. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je lui ai promis que maman, écoute, ça va aller, j'irai de l'avant. Je vais rester un bon papa, ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire, parce que bon, nous sommes des hommes, il y a toujours des manquements, ce que j'ai essayé de faire. Donc, tu enterres ta mère et la vie suit son cours. Au moment où tu enterres ta maman, tu es en pleine séparation. Mais moi, j'aimerais qu'on fasse un petit flashback sur ta relation avec ton épouse et surtout la structure familiale que vous avez essayé de donner à votre fils avant que le malheur ne vous l'arrache. Quelle était finalement la structure familiale que toi, tu t'es créée avec ton épouse et ton fils? Parce que c'est toujours la question que je pose à mes invités. Je leur pose la question sur la structure familiale de laquelle ils sont issus. Et moi, j'aimerais savoir quelle était la structure familiale que tu as créée avec ton épouse. J'ai juste voulu reproduire le chemin que j'ai copié chez papa et maman. L'amour, le pardon, le vivre ensemble, toujours voler au secours des autres. Ça, c'est une valeur que je voulais absolument transmettre à mon petit père, son âme. Toujours voler au secours des autres, être humble, être serviable, aimer son prochain. Pareil pour ex-madame, toujours accueillir les gens parce que chez nous, avec papa et maman, parfois on se retrouve à 30, 40 dans la maison. Alors que nous n'étions que 8 enfants sortis du ventre de maman, mais il y avait tellement d'enfants d'adoption. Parfois, quand ils sortent comme ça, ils vous ramènent un frère, une sœur, et on vivait avec. Et c'est le même schéma que j'ai voulu reproduire, être accueillant. Je suis même allé jusqu'à prendre une de ses petites cousines pour l'avoir à la maison avec nous, parce que c'est chose qui n'était pas facile pour elle. Elle étant enfant unique à sa mère, donc il y a ce côté d'être toujours celle là qui l'animait souvent. Mais j'ai essayé, j'ai forcé à ce que elle soit plus ouverte, qu'elle soit vraiment plus ouverte. Je vois. Donc en fait, comme vous ne veniez pas finalement de ce que moi j'appelle la même structure familiale, ça crée des tensions parce que forcément, si on n'a pas l'habitude d'un certain style de vie et qu'on se met avec un partenaire qui a un style de vie différent, fondamentalement différent, ça crée des clashs, ça crée des tensions et parfois c'est pas facile à gérer. Ce que j'ai envie de te demander, comme vous venez pas de la même structure familiale, comment vous vous êtes donc rencontrés? Parce qu'en général, les gens se rencontrent dans leur travail, à l'école, etc. Comment tu as rencontré ton ex-madame? On s'est rencontrés sur les bancs à l'université. C'était une camarade de fac et c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. Et bam, voilà, au bout de quelques mois, elle est tombée enceinte, ce qui m'a motivé à aller un peu plus loin avec elle. Sachant qu'elle était enceinte, elle a accouché. C'est vrai, nous n'avions pas la même structure familiale, mais bon,
je me suis dit avec le temps, peut-être je vais lui inculquer mes valeurs et tout. Donc on a cheminé ensemble un bon bout jusqu'à ce que on se sépare, quoi. Ok, je vois un petit peu comment les choses se sont passées. Est-ce que votre couple, votre union a été acceptée par vos familles respectives, étant donné que vous aviez des structures familiales complètement différentes? Je sais que parfois, quand deux personnes décident de s'unir pour faire du chemin ensemble, ça peut ne pas être accepté, peut-être parce qu'il y a des soucis de religion, peut-être parce qu'il y a des soucis de classe sociale, peut-être parce que malheureusement, il y a des appréhensions tribalistes qui rentrent en jeu, etc. Est-ce que votre union a été bien acceptée par vos familles? Oui, oui, on n'a pas eu de soucis à ce niveau, au niveau de religion, de classe sociale et autres. On n'a pas eu de soucis. Comme chez elle, comme chez moi, on a été respectivement acceptés. Donc du coup, ta compagne de l'époque tombe enceinte, elle accouche, vous êtes en couple, et puis tu dis toi-même que même si vous venez d'une structure familiale différente, ça t'encourage à pousser les choses plus loin. Donc au bout de combien de temps vous décidez de vous marier, etc. On se marie après 4 ans de relation. C'est où on décide de se marier. Bon, en fait, parce que le mariage en lui-même, c'était par rapport à certains documents qu'on voulait obtenir. À l'époque, on voulait se déplacer. En fait, moi, j'avais un projet de voyage. Ne pouvant pas laisser la famille seule en arrière, on a donc décidé que comme on a des projets de mariage, pourquoi pas les faire et peut-être faire un mariage avec tout le monde par après. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de signer l'acte au bout de 4 ans. Ok. Et donc, vous signez cet acte, vous avez votre projet de voyage, vous continuez votre vie. Au bout de combien de temps après vous vous séparez? Vu que tu nous as expliqué dès le début de l'émission que la mère de ton enfant et toi, vous n'étiez pas ensemble au moment de sa disparition. Dès lors qu'on a signé l'acte, au bout de 5 à 6 mois, les problèmes ont commencé. Problème sur problème. Bon, il faut noter que moi, mon activité ne me permettait pas d'être sur place. Donc, je voyageais beaucoup, je travaillais toujours hors de la ville. Donc, je les laissais souvent à Yaoundé. Je venais juste peut-être quand j'avais un petit congé. Les problèmes ont duré 2 ans. Au bout de 2 ans, on a vraiment atteint on a franchi le Rubicon, quoi. Donc, quand j'étais revenu chez Yaoundé, on avait déjà vraiment atteint, franchi le Rubicon. C'est comme ça que on décide que chacun va prendre sa route. Et bah, c'est comme ça qu'on se sépare. Moi, je vais vivre un temps chez ma petite sœur. Ce que je comprends, c'était une séparation difficile. Bon, tu me diras, la majorité des séparations sont difficiles. Même quand elles se passent sans fracas, c'est jamais facile quand on a passé autant de temps avec une personne, parce que de ce que je comprends, c'est une relation quand même de plus de 6 ans qui part en fumée. C'est jamais facile, surtout quand il y a un enfant qui est impliqué. Comment votre fils vit la séparation? Et une fois que tu vas chez ta sœur, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est-à-dire, tu vas chez ta sœur, mais bien entendu, tu restes pas là-bas éternellement. Donc, je suppose que tu continues ta vie. Comment ton fils vit la séparation entre sa maman et toi-même? Et comment toi-même tu la vis? Parce que tu viens quand même d'une famille où tu as une structure familiale forte avec des parents qui ont un mariage vraiment qui dure, quoi. Et toi, tu n'arrives pas finalement à reproduire ce modèle-là. Je suppose que ça doit être quand même très difficile pour toi. Ça n'a pas été facile, pas du tout, ni pour lui, ni pour moi, parce que il faut noter que c'est sa maman qui a demandé à partir. Je vais pas lui jeter les pierres, mais bon, elle a demandé à partir. Ne voulant pas trop insister parce que
À un moment, j'étais là, c'était pour mon fils. Parce que comme tu l'as dit, vu d'où je venais, de la famille à laquelle j'appartenais, je voulais lui inculquer certaines valeurs. Donc, ce qui fait qu'à un moment, j'ai fait du forcing. Juste rester là parce que bon, il y a l'enfant qui est au milieu. Et bien évidemment, il a très mal vécu, très mal vécu la séparation. Surtout que c'était pas des prises de tête, des engueulades. Parfois, on arrivait même aux mains devant lui, tout ça. Donc, j'ai vu comment il a changé. Et l'optique était épanoui, souriant, plein de vie. Du coup, était devenu renfermé sur lui. Parfois, tu le trouvais comme s'il était dans un nuage, il réfléchissait et tout. Donc, je sais que il vivait très mal la chose et moi aussi, le voir comme ça me dérangeait énormément. Je peux dire que j'ai même perdu le sommeil à cause de ça. Et bon, j'ai continué ma vie. Dieu merci, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui m'a accepté avec tout ça et qui doucement m'a remonté. Bon, c'est où je suis aujourd'hui. Est-ce que tu as essayé de parler avec ton fils quand tu as vu qu'il se sentait pas bien? Est-ce que tu as essayé d'initier un dialogue avec lui? Oui, forcément, c'est ce qu'on faisait tout le temps, parler, essayer de lui faire comprendre, ce qui se passe et pourquoi ça se passait et la nécessité de ce que papa et maman ne soient plus ensemble et tout. Donc, je lui parlais beaucoup. Et malgré les dialogues que tu as essayé d'initier avec lui, est-ce que tu as le sentiment qu'il se sentait mieux, enfin qu'il a fini par se sentir mieux, que ça a commencé quand même à aller, ou tu n'as jamais vraiment réussi à lui mettre du baume au cœur, comme on dirait? Ça allait, ce n'était pas à 100%, mais il avait compris. Ce n'était pas à 100%, mais il avait compris. Et j'ai opté pour ce qu'il passe plus de temps avec ses frères et ses sœurs, donc tout le temps en famille pour essayer de penser. Il a compris un peu. S'organiser la garde de ton fils entre sa mère et lui, une fois que la séparation a été actée, tu as rencontré quelqu'un d'autre, bref, chacun vit sa petite vie et puis vous essayez de faire comprendre à votre enfant que vous ne pouvez plus être ensemble et que il en est mieux ainsi. Comment vous organisez la garde de l'enfant? Ne voulant pas remuer encore plus le couteau dans la plaie, j'ai pas trop voulu discuter l'enfant. Ça, c'est suite au conseil des aînés. Donc, il était avec sa maman. Au départ, elle refusait à ce que je le voie et que je sois avec lui, mais l'enfant s'est imposé de lui-même. Il s'est imposé de lui-même, donc a vectorisé sa mère, que lui va aller chez son père et tout. Et c'est comme ça que doucement, il a commencé par venir à la maison. Et c'est ça qui faisait son équilibre, le fait d'être avec moi, de me voir. Donc, c'est un peu ça. Du coup, en fait, avec la force des choses, il a commencé à venir chez toi et j'imagine que vous faisiez une garde alternée, et que ça se passait plutôt bien. Il a, comme tu parles de retrouver son équilibre, je suppose qu'il a quand même retrouvé un minimum la joie de vivre que tu lui connaissais. Oui, il a retrouvé un minimum, vu que du côté paternel, donc de mon côté, il a beaucoup de cousins, beaucoup de cousines et on aime beaucoup rester en famille, faire des petites sorties en famille, ce qui fait que il se retrouvait dans le game, quoi. Les piscines parties, les petites balades avec ses cousins et tout. Donc, il a retrouvé un minimum quand même. Est-ce que tu veux bien me parler de la manière dont il est parti, la manière dont il est décédé? Oh, c'est allé tellement vite.
tellement vite. On peut, à un moment, je me dis qu'il y avait des indices. Il y a, il y a- C'était tellement bizarre. Il était chez sa maman pour une période de 2 semaines. Donc, quand je l'ai récupéré, on avait un programme de voyage pour aller rendre visite à papa au village. Tu sais, comme maman venait aussi de décéder, ça faisait à peine, on fêtait à peine ses 1 an de départ. Donc, on voulait aller donner un peu de chaleur à papa au village. C'est comme ça que eux, ils quittent Yaoundé mercredi le 1er juillet 2020. Moi, je ne suis plus parti pour certaines raisons. Et je me rappelle ce jour-là, lorsque je suis arrivé chez ma sœur, avec qui il voyageait, ma sœur me fait savoir que ton type dit qu'il ne part pas si tu ne viens pas. Bon, sur le coup, je l'ai appelé, je lui ai dit non, il faut voyager, tu sais, Daddy a besoin de vous et tout. Tu comptes juste 4 jours. 3 ou 4 jours et tu vas revenir, papa va te prendre et on va aller dans notre nouvelle maison parce que je venais d'aménager. Donc, c'est comme ça qu'ils sont partis. Ils ont passé la journée de mercredi, jeudi, vendredi dans la journée. Mon frère a fait des photos depuis le village, étant au village, il a fait des photos avec lui et tout. Il m'a envoyé. C'était bizarre ce jour parce que ce jour-là, j'ai passé toute la journée. Je dis bien toute la journée à regarder ces photos. Je souriais. Il était bizarre sur les photos. Il brillait. C'était comme, il était comme, je ne sais pas, comme il brillait. Il brillait. Et ça me faisait un drôle d'effet. Toute la journée, je regardais ces photos, je souriais, j'étais content de voir ces photos seules, ces photos avec ses cousins, ces photos avec son oncle et tout au village là-bas. Là, nous sommes vendredi. Samedi, comme d'habitude, je me suis réveillé, je suis allé comme j'avais une cave à vin où je faisais des grillades. Donc, je me suis réveillé, je suis allé faire les courses pour apprêter la journée aux environs de 9 heures. Ouais, 8 heures. 8 heures aux environs de 8 heures. Mon frère a fait un message dans le groupe de famille comme quoi ils étaient déjà en train de quitter le village. J'ai donc dit ok, dès que vous arrivez, retrouvez-moi à la cave. Bref, on était là. J'ai reçu certains collègues à madame qui sont arrivés à la cave. On papotait là. Après, 2 heures après, madame se lève, elle reçoit un coup de fil, elle se lève, je suis comme elle parle. Elle criait, elle dit c'est pas possible. Quand elle parlait, j'ai su que c'était un drame qui me concernait. Mais moi j'ai plutôt pensé à papa sur le coup. Elle a raccroché, elle s'est approchée de moi. Elle me dit il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Je lui demande quoi. Bon. Vous savez, elle n'avait pas l'habitude de donner ce genre de nouvelles. Donc elle aussi, elle m'a juste balancé ça comme ça. Qu'il paraît que Glenn serait mort. Oh là là. Je ne sais plus ce qui s'est passé par la suite. On m'a juste fait savoir après que j'ai fait des dégâts aux toilettes, donc j'ai tout saccagé. Et un de ses collègues de madame, voyant mon état, me prend dans son véhicule parce que j'ai appelé, on m'a dit non. Pour me calmer, on m'a dit qu'il est dans le coma. Bon, j'ai pris la route avec ses collègues. Ils étaient là, ils essayaient de me calmer et tout. Nous sommes arrivés à l'hôpital central. À peine j'entre vers les urgences, je trouve ma petite sœur placée. Elle a juste fait un geste de tête comme pour me dire que c'est bon. Là, c'était comme si le monde s'arrêtait pour moi.
J'ai pleuré, on essaie de me consoler. C'est où après m'être calmé. Bon, les médecins m'ont appelé que non, essuie d'abord tes larmes, il faut que tu remplisses la paperasse et tout par rapport à la morgue et tout et tout. Donc j'ai essayé de me retenir pendant un bon bout. J'ai fini de remplir les documents. Et après, c'est où on m'explique donc ce qui s'est passé. Donc, en fait, ils rentraient du village. Ils étaient même déjà dans la ville. Ils étaient déjà dans la ville, dans les embouteillages. Un camion qui venait du sens inverse, camion de Giro rempli de sable, venait du sens inverse à vive allure. Voulant donc dévier un véhicule qui a freiné net devant lui pour entrer dans une laverie. Il perd le contrôle, c'est comme ça qu'il se dirige vers eux. Mon frère, ayant eu le réflexe, parce que ça c'est le réflexe de chauffeur qu'il a eu, sinon c'était l'hécatombe, le camion les écrasait tous, a essayé de basculer le véhicule, mais malheureusement le camion est venu frapper à la portière arrière côté chauffeur où lui il était assis. Donc c'est comme ça que les débris de ces choses-là ont coupé son cou. Dieu merci, je crois qu'il n'a pas souffert, il est mort sur le coup. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont pris le corps, ils ont amené à l'hôpital. On m'a appelé, je suis arrivé là-bas. Bon, j'ai mis le corps à la morgue, essayer de voir la suite. C'est un peu difficile pour moi même de continuer à te poser des questions comme ça. D'abord parce que je te connais depuis Mathusalem. Ensuite parce que je connaissais cet enfant. Je connais toutes les personnes qui sont impliquées dans cet accident tragique. Et même si j'avais eu les détails des personnes qui avaient assisté à tout ça, je n'ai jamais entendu, on n'a jamais eu cette discussion en fait sur les détails, la manière dont ça s'est passé. Donc je me sens un peu perdue moi-même, j'ai un peu de mal à juste continuer comme ça à te poser des questions. Mais bon, je vais essayer de continuer. Quand tu mets notre Glenn à la morgue, où est sa maman? Parce que tu as expliqué qu'il avait fait du temps avec sa mère. Et ensuite, donc, il y a eu ce voyage au village pour réconforter le patriarche de suite à la disparition de ta maman qui venait à peine de faire 1 an. À quel moment vous contactez la maman de Glenn? Quelle est sa réaction? Comment ça se passe entre vous deux? Étant donné que vous aviez déjà eu une séparation assez difficile et après la séparation, vous commenciez tout juste, je pense, aussi bien elle que toi, que Glenn, à retrouver votre équilibre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, sur le coup, je ne sais pas où elle est, mais j'ai essayé de l'appeler pour lui annoncer. Mais lorsqu'elle décroche, je me rends compte qu'elle est déjà au courant. Que peut-être certainement mes soeurs lui avaient déjà dit. Donc, déjà au téléphone, elle a commencé les problèmes. Donc, elle avait déjà annoncé les couleurs, quoi. Elle est arrivée à la morgue en pleurant et elle m'a même agressé. Comme quoi, vous savez, les Africains, il n'y a jamais de drame gratuit. Donc, comme quoi j'avais tué son fils et tout, que je lui rende son fils. Bon, elle me tapait dessus. Bon, là, moi, j'ai pris ça sous l'effet de la douleur et tout et tout. Tous deux, on pleurait, chacun pleurait de son côté. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai mis l'enfant à la morgue, j'ai rempli la paperasse et directement j'ai pris mes amis sont arrivés, ils m'ont porté pour aller à la maison familiale. Donc je suis allé retrouver papa où il était. À peine 1 heure de temps, elle a débarqué là-bas avec ses tantes et tout qui ont fait un grand scandale là-bas. Chez ma soeur, il y a eu des échanges de voix et
une de ses tantes qui a même eu à mettre main sur moi, qui m'a déchiré les habits et tout, comme quoi je devais leur remettre le corps pour qu'ils aillent enterrer sur le cou, parce qu'on ne garde pas chez eux, on ne garde pas un enfant à la morgue et tout. Mais je leur ai fait savoir que c'est chez vous, sauf que Glenn, c'est mon fils, c'est pas votre enfant. Je crois qu'au Cameroun, nous sommes patriarcat, vous n'allez pas m'intimider et tout. Donc, il y a eu des changes. C'était grave. Il a fallu que un chef de famille arrive, essayer de les calmer et leur faire savoir qu'elles étaient dans le tort parce que cela ne se fait pas. Que j'avais plein droit sur l'enfant et tout. Parce que là, le divorce n'avait pas encore été prononcé. Donc, il y a un acte de mariage. C'est pas comme si c'était quelque chose à la volée comme ça. Donc, moi, j'ai pris mes pieds, je suis rentré à la maison pour essayer d'aller faire mon deuil avec mes gens chez moi. Eux, ils me cherchaient dans tout Yaoundé parce que ils voulaient vraiment me faire du mal. Mais bon, dans une bande de personnes insensées, si je peux le dire ainsi, il y a quand même eu quelqu'un de réfléchi. Certains de ses oncles qui me connaissaient très bien, qui connaissaient ma morale et tout, qui m'ont appelé pour essayer de me calmer, dit vraiment, ils voudraient me rencontrer pour qu'on essaye de discuter pour la suite. J'ai dit, bon, si vous venez dans ce sens, il n'y a pas de problème. Mais sauf que pour me rencontrer, vous n'allez pas me rencontrer moi, mais ma famille. Donc, on s'est donné rendez-vous le lendemain. Le lendemain, c'était un dimanche pour essayer d'établir un programme de où et quand enterrer le petit. Bon, la discussion était sur le lieu. Voyant le sauvagerie, parce qu'ils étaient vraiment bizarres, on n'a pas voulu d'abord céder à ce que on enterre le petit dans leur village. On a opté pour le cimetière, mais après réflexion, avec toutes les pratiques qui se passent dans les cimetières et tout, il y a un aîné, un beau-frère qui m'a dit, même ma tante qui m'ont dit, écoute, ton enfant c'était un ange et tout, ça ne sert à rien de se tirailler autour du corps de ton enfant. Laisse qu'on aille enterrer le petit dans le village de sa mère, comme ça pour que le petit se repose en paix. Ne faites pas de guerre autour du corps. Si eux ils ne comprennent pas, toi essaye de te mettre au-dessus. De toutes les façons, le petit sait que son bonheur se trouvait où tu étais. Donc, c'est comme ça que, bien que papa était réticent, bon, je lui ai dit, papa, écoute, ça va, on va l'enterrer au village de sa mère, il n'y a pas de problème. Moi, en tant que je suis pas supposée être ton amie, donc pas dans cette émission, même si je le suis dans la vraie vie, et j'essaye un peu de comprendre ce qui a pu pousser X ou Y, Z à agir de la sorte, ce qui aurait pu te pousser à agir aussi d'une autre manière. Mais est-ce que tu penses que ce que la maman de Glenn a fait ou ce qu'elle a pu dire, c'était pas sous le coup de la colère, de la tristesse, du désarroi? Parce que moi-même qui te parle, je suis pas certaine que si jamais mon enfant venait à disparaître dans les mains de sa famille paternelle, je n'ai jamais vécu ça, mais je sais pas si j'aurais des réactions très rationnelles. Je pense qu'une maman, en fait, quand elle vit ce genre de drame, même si moi j'en ai jamais vécu, mais j'ai eu à voir des personnes qui ont traversé ce genre de situation, peut-être pas exactement dans le même contexte, mais je sais que quand ce genre de choses arrive, on est juste ivre de douleur en fait. Et quand on est ivre de douleur, on ne réfléchit pas, on
voilà, on pète un câble et on a besoin de trouver un coupable, en fait, de s'expliquer ça. Donc on dit, OK, il m'a pris mon fils. C'est plus facile de se dire ça, je pense, que d'admettre et de se dire, malheureusement, c'était la destinée de mon fils. Malheureusement, c'est un drame qui s'est passé. Ça aurait pu être lui comme ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Donc du coup, une fois qu'on a l'impression d'avoir trouvé le coupable, on s'acharne sur lui, en fait, parce que on n'a plus rien. Et quand tu racontes ça, en fait, moi, c'est ce que je vois, même si, d'un autre côté, étant ton ami et sachant à quel point tu aimais ton enfant et à quel point tu l'aimes d'ailleurs, parce que la mort n'arrête pas l'amour, d'un autre côté, je me dis, c'est juste pas juste qu'on t'ait fait vivre ça à toi. Parce que ton enfant, tu vois, tu l'aimes, tu l'aimais et tu as fait tout ce que tu as pu pour être un bon père. Mais est-ce que toi, tu arrives à te dire ça aujourd'hui avec le recul? Effectivement, c'est parce que j'ai mis ça sous l'effet de la douleur que j'ai pas répondu aux attaques ou bien aux injures et tout. Je me suis mis au-dessus de tout ça. Bon, c'est peut-être des gens autour de moi qui n'ont pas accepté de voir parce que vous n'arrivez pas chez les gens et vous commencez à faire scandale. Donc il a fallu que la patronne de la maison et papa lui-même, imagine papa avec son âge et sa douleur parce qu'il a vécu la scène, commençait à parler parce que il y a une de ses tantes qui a commencé à dire que papa a échangé de vie. Donc pour que papa reste en vie, il a sacrifié le petit. Bref, les conneries des Africains. Papa a sacrifié le petit comme il a sacrifié sa femme et tout. Donc imagine un peu, des gens arrivent chez vous, pas que vous êtes chez eux, ils arrivent chez vous et commencent à lancer ce genre de mots jusqu'à arriver à me mettre la main dessus. Bon, il faut être vraiment assez fort pour se maîtriser. Bon, je me suis maîtrisé comme j'ai pu et je crois que par la suite, la concernée elle-même, elle a compris que elle avait merdé parce que elle s'est rapprochée de moi, je crois, 2 jours après. Bon, pendant l'enterrement, on me dit vraiment, elle s'excuse, c'était la colère, la douleur et tout. Et que les gens ont voulu la manipuler parce que ça tente en question depuis la base. Même si notre histoire a pris un coup, c'est toujours cette même tante-là qui lui mettait des choses dans la tête. Donc bref, c'est de la manipulation. Parce que je me dis quand même, quand tu as vécu avec quelqu'un, tu connais le degré, en fait, tu connais la personne, tu sais ce que la personne peut faire et pas faire. Donc, qu'un jour qu'elle se lève pour venir dire que la mort de l'enfant n'était pas naturelle, que on a vendu l'enfant, comme on dit ici en Afrique, c'était choquant venant d'elle, nous connaissant. Mais elle a compris qu'elle avait failli une fois de plus être manipulée pour dire des conneries. Je crois même que le jour de la levée, sa même tante-là est revenue à la charge que non, vraiment, c'est elle qui a raisonné sa tante, qu'à un moment, il faut arrêter. Tu ne peux pas dire aimer cet enfant plus que son père. Donc, il faut arrêter certaines conneries. Donc, du coup, comment s'est passé l'enterrement? D'abord, je suis contente que, au moins, en fait, quand la colère, la tristesse est redescendue, vous ayez pu vous parler parce que dans ce genre de situation, il y a toujours beaucoup de confusion et puis en fonction des caractères des gens, en fonction de l'historique des gens, en fonction de leurs croyances, certaines personnes peuvent profiter du fait que tu sois sentimentalement faible dans un moment de faiblesse pour accentuer, tu vois, ta colère, ta tristesse, etc. Et comme tu dis, c'est une forme de manipulation. Donc, je suis très contente que au moins vous ayez eu cet échange pour mettre un petit peu les choses à plat. Comment se passe l'enterrement, du coup? Comment ça se passe une fois que vous vous êtes entendu sur le fait qu'il sera enterré chez sa maman? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Est-ce que tu veux bien partager un petit peu avec nous? L'enterrement s'est très bien passé. C'est vrai que de mon côté, il y avait beaucoup de craintes. Mais comme je disais tantôt, quand tu as vécu avec des gens, tu connais
leur moralité. Donc, je connaissais la famille, je connaissais le village. Donc, j'ai rassuré les miens que non. Encore que la tante qui mousse, c'est pas son village. C'est le village de son père. Donc, et là-bas, bien qu'on soit séparés, c'est des gens qui m'ont beaucoup apprécié. Qui ont des très bons souvenirs de moi. Donc, nous sommes allés, on a enterré le petit. Ça s'est très bien passé. La famille nous a bien reçus. Ceux qui me connaissent, parce que j'y allais constamment. Donc, j'étais vraiment très connu. Je suis vraiment très connu dans le village. Donc, les mamans, les cousins, ses frères venaient vers moi pour essayer de me consoler, me dire non, ça va aller, et tout et tout. Donc, on a enterré le petit et juste après, nous, on a démarré nos véhicules et nous sommes rentrés sur Yaoundé. Donc, tous ceux qui sont venus derrière moi, il faut dire qu'il y a eu du monde, franchement eu du monde. Comment se passe la vie pour toi après que l'enterrement ait lieu? Je veux dire, parce qu'en fait, à un moment, tu avais ton fils. L'instant d'après, tu apprends qu'il est parti. Ensuite, tu l'enterres et l'enterrement, c'est une espèce de finalité, quoi. C'est vraiment, ça marque vraiment la séparation entre le mort et le vivant. Et après, il faut continuer à vivre. Comment tu réussis à faire ça? Comment tu réussis tous les jours à te lever? Comment tu réussis à garder le sourire? Comment tu réussis à vivre? Ça relève du miracle parce que honnêtement, je ne sais pas où je tire cette force et cette capacité d'aller de l'avant. Mais je sais une chose, c'est que j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié, demandé la force au Seigneur. Il m'a écouté parce que pour la petite histoire, le drame ne s'arrête pas là parce que à peine je découvre que ma nouvelle épouse est enceinte de 1 mois, dont la semaine qu'on découvre, c'est la même semaine que Glenn décède. Et elle perd le bébé, peut dire, en novembre. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 5 mois plus tard, elle perd aussi le bébé parce que il est né, il a fait 5 jours sur terre et il est parti. Donc, quelque chose que je me disais que je sais pas si je peux dire me consoler, mais ça allait me faire du bien, au moins atténuer la douleur. Parce que dire me consoler, ça allait atténuer la douleur. Parce qu'un être est irremplaçable, chacun est unique à son genre. Lui aussi, il arrive, le petit Mathis, il arrive, il fait 5 jours, juste me faire un bébé, il s'en va. Ce qui fait que ça a encore ajouté la douleur que j'avais déjà. C'est pas facile. On apprend juste à vivre avec. Parce que ce n'est jamais facile. Il ne manque pas un jour sans que je ne pense à lui. J'ai même failli devenir aigri en voyant les petits garçons rire autour de moi. Ça n'a pas été facile. Et quand je vois ces petits cousins, tu suis, ils racontent les histoires. Quand Glenn était là, on faisait ci, donc tout ça te ramène toujours aux souvenirs. Mais bon, je me suis dit, il faut regarder devant. Parce que si je regarde en arrière, je fais une dépression. Donc je regarde devant moi, j'essaye d'avancer chaque jour du mieux que je peux. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai envie de te poser une autre question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui traverse ou qui traverserait quelque chose de similaire? C'est-à-dire, d'abord, tu as eu la perte de ta maman pour des problèmes de santé. Ensuite, tu as eu une séparation très difficile. Après, tu as eu la perte d'un enfant. Ce sont des événements tragiques
qui en général n'arrivent pas à une personne de manière aussi rapprochée, mais qui peuvent arriver de manière, c'est-à-dire individuelle. Soit tu perds ta mère, soit tu perds ton fils, soit tu divorces. Qu'est-ce que tu peux conseiller, toi, qui as vécu toutes ces choses-là presque en même temps, à quelqu'un qui traverse ça, peut-être en même temps aussi ou de manière individuelle? Il est bien vrai que la capacité à encaisser le choc de tout un chacun est différente. La capacité, elle est différente. Mais ce que je dis souvent aux gens, parce que après ça, il y a eu des cas autour de moi et des gens se sont, si je peux dire, référés. Parce que quand on voit ma joie de vivre aujourd'hui et tout, donc, ceux qui m'entourent là, qui vivent ce genre de choses, me demandent souvent, mais comment tu fais, sincèrement, comment tu parviens à tenir le coup? Ce que j'ai compris, c'est que quand quelque chose arrive, c'est arrivé. On ne peut pas remonter le temps. Ça, c'est dans les films fiction qu'on voit ce genre de choses. Alors, c'est arrivé. On a le choix, soit de sombrer, soit d'avancer. Mais moi, je fais le choix d'avancer. Ça fait mal, c'est douloureux, oui, mais il faut que j'avance. Et arrêter de vivre dans le passé, oui, quand il était là, si, ça. Et j'essaye juste de caresser les bons souvenirs. Et c'est ce qui me permet de tenir. Donc aujourd'hui, il m'arrive de penser à lui et je souris. Il m'arrive de penser à maman et je souris. Même pour mon divorce, il m'arrive de penser à ça et rire parce que dans toutes ces choses-là, j'ai tiré des leçons, des très 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 grandes leçons. Donc même à sa mère, j'ai souvent pour habitude de lui dire, écoute, tu ne vas pas demeurer là à faire une dépression. Il est parti. Tu regardes la vie devant toi. Tu essayes de te refaire. Parce que si tu restes là, oh, il est parti, ça va faire 2 pertes. Lui et toi aussi qui te détruit. Donc, moi, je fais le max. C'est pas pour dire que ça me fait plus mal, ça me fait très mal. Il n'y a pas de cela 2 jours que je regardais un film où quelqu'un vivait un peu ce genre de choses-là. Ça m'a coulé des larmes. Je suis entré dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. Mais après, j'ai essuyé mes larmes, j'ai prié. Et aussi la prière, beaucoup prié. La prière m'a beaucoup aidé, énormément. Mon cher Eric, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous expliquer ce que tu as vécu, comment tu as réussi à survivre. Et d'ailleurs, tu ne survis plus, tu vis, parce que je pense que l'échec, la tristesse, les pertes font partie de la vie et on doit apprendre à vivre avec. Moi, j'ai retiré beaucoup de choses de ce que tu nous as dit et j'aimerais attirer l'attention des personnes, de nos auditeurs qui vont nous écouter parce qu'il y a trois axes. Le premier, c'est la santé dans nos pays et je parle beaucoup de l'Afrique centrale d'abord parce que je suis originaire de cette région et donc je la connais mieux que les autres régions d'Afrique et je connais un petit peu mieux ces réalités qui sont assez similaires d'un pays à l'autre. Il nous a parlé en début d'émission de sa maman qui avait un cancer et qui finalement n'a pas forcément été bien suivie puisque ce cancer-là s'est métastasé et ça s'est terminé par sa disparition. J'encourage les jeunes femmes à aller tous les ans, je crois que c'est ce qui est recommandé, en tout cas aller le plus de fois que possible chez leur gynécologue et à faire des frottis qui leur permettraient éventuellement de détecter assez tôt des cancers de l'utérus. C'est très important parce que ça permet de prévenir, ça permet de prendre la maladie le plus tôt possible, ça permet éventuellement de la soigner et de l'éradiquer. Je pense qu'il est très important quand vous vous faites suivre par un médecin de vous rappeler qu'il peut y avoir autant d'avis médicaux que de médecins. Ce n'est pas faux. Un médecin, il a aussi sa sensibilité, il a aussi ses limites et il n'est pas mauvais d'aller prendre un avis ailleurs parce que ça vous permet d'élargir votre champ de solutions, etc. La deuxième chose
sur laquelle j'aimerais attirer les jeunes couples comme les vieux couples. Quand vous vous séparez, n'utilisez pas vos enfants comme des boucliers. Oui, les ruptures, c'est douloureux. Oui, ça fait mal, mais rappelez-vous toujours que quand il y a des enfants qui sont impliqués, les enfants comprennent. Même quand ils ne savent pas bien parler, ils comprennent, ils sentent les choses. Ne les utilisez pas comme boucliers dans des séparations aussi douloureuses soient-elles. Ne critiquez pas vos partenaires ou vos anciens partenaires devant vos enfants parce que toutes ces choses-là laissent des traces très profondes qui peuvent parfois détruire vos propres relations avec vos enfants. Et la troisième chose sur laquelle j'aimerais aussi attirer l'attention de nos auditeurs, c'est la conduite. Vous voyez, j'ai remarqué que très souvent, on ne met pas les enfants sur des sièges auto. Parfois, même quand vous allez essayer d'acheter des sièges auto, on va vous répondre ça, c'est des trucs de blanc. Non. La mort, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle n'est pas jaune, elle est universelle. Les accidents, ça arrive à n'importe qui. Protégez vos enfants en voiture. Essayez du mieux que vous pouvez, même si je sais que les routes ne sont pas bonnes et que ça, c'est pas votre travail, c'est normalement le travail des gouvernements respectifs de construire des routes qui sont bonnes à votre niveau. Respectez les vitesses, respectez le code de la route parce que vous ne protégez pas seulement les autres, vous vous protégez aussi vous-même. Voilà un petit peu ce que moi je retire de tout ce que Eric a bien voulu partager avec nous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère que vous reviendrez bien vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez surtout pas, comme indiqué en début d'émission, de nous supporter à travers tous les réseaux sociaux que j'ai déjà nommés. Merci et à bien vite.